Histoire 1. L'homme à l'arrêt de bus. Avant toute chose, avant d'en venir aux parties qui comptent vraiment, je dois vous raconter comment cette journée a commencé. Car ce n'est qu'en comprenant le contexte que l'on peut comprendre pourquoi cette nuit-là a été si dangereuse pour moi. C'était Thanksgiving, il y a 2 ans, et j'étais complètement épuisée, malade, fiévreuse, avec une toux qui semblait arracher des morceaux d'air de mes poumons chaque fois que j'ouvrais la bouche. Le genre de maladie qui vous laisse faible, étourdi, irritable et sans voix, mais malgré tout, j'avais des engagements. L'un d'eux était de m'occuper de la chatte d'une amie et collègue de travail, une petite vieille qui avait besoin de médicaments tous les jours. J'avais promis de m'en occuper avant même de tomber malade, et je n'avais pas le courage de revenir sur ma parole. Elle me faisait confiance. Et il y avait autre chose qui me poussait à sortir, même affaiblie. Je voulais récupérer mon équipement de sport, raquettes et balles de bowling, qui étaient chez mon père. Une amie et moi étions impatientes de rejouer au tennis et au bowling, comme au lycée. Je ne pouvais aller chercher tout ça que pendant ces vacances. Si je ratais cette occasion, je devrais attendre plusieurs mois. Même malade, même sans voix, même tremblante. J'y suis allée. Le plan semblait simple. Prendre le train jusqu'à une gare près de la maison de mon père, demander à mon frère de me remettre mes affaires, revenir et descendre près de la maison de mon ami pour soigner son chat. Mais rien n'a été simple ce jour-là. Quand j'ai enfin fini de tout récupérer, il était déjà près de 21 heures. Je portais une balle de 6 kilos, 2 raquettes, un sac de restes de Thanksgiving et le poids de la maladie qui m'écrasait de l'intérieur. La température semblait pénétrer mes os. Et bien sûr, pendant ce jour férié, le système de transport était encore plus chaotique que d'habitude. Je suis restée là, immobile à l'arrêt de bus, toussant, tremblant, regardant l'application affichée « Bus dans 1 minute » pendant une éternité, puis 15 minutes, puis 1 minute à nouveau. Personne aux alentours. La ville était silencieuse. Il n'y avait que moi et mon sentiment de vulnérabilité grandissant. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée à proximité. 3 ou 4 hommes, riant, parlant dans une autre langue. Épuisé, je ne m'en suis pas souciée, jusqu'à ce que l'un d'eux descende, tandis que la voiture continuait sa route. Il s'est arrêté là, et j'ai continué à essayer de me concentrer sur l'application, ne voulant aucun contact avec qui que ce soit. Mais, pour une raison quelconque, cet homme s'est dirigé droit vers l'endroit où j'étais assise. Il y avait des bancs tout autour de l'arrêt, vides, sombres, spacieux, et il a choisi de s'asseoir juste à côté de moi, si près que la chaleur de son corps semblait toucher mon manteau. Cela a déclenché ma première alerte, mais j'étais trop faible pour réagir. Jusqu'à ce que cela arrive. Sans crier gare, j'ai senti un bras lourd se refermer autour de mes épaules. Je me suis figée. Mon corps a réagi avant mon esprit. Un choc, une paralysie totale, comme si mon cerveau avait lâché le volant. Il a murmuré quelque chose, me demandant si j'allais bien, je crois. Et moi, d'une voix presque inexistante, j'ai juste répondu « J'attends le bus ». Il m'a lâché, mais le silence qui a suivi était si oppressant qu'il semblait parler. Je voulais me convaincre qu'il voulait juste m'aider, mais cela n'avait aucun sens. Et quand il a recommencé, il s'est approché, m'a attrapé une 2e fois, cette fois en passant sa main dans mon dos. Le masque est tombé pour de bon. Ce n'était pas de l'inquiétude, ce n'était pas de la gentillesse, c'était du contrôle. Mon bus est enfin arrivé, ma seule chance. J'ai retiré son bras de moi, presque sans force, en murmurant « Mon bus est arrivé ». Mais il a répondu quelque chose qui m'a glacée. D'après le ton de sa voix, je comprenais qu'il avait l'intention de monter avec moi. Et c'est ce qu'il a fait. Je suis montée. Je suis restée debout, exprès. Je savais qu'avec sa taille et son poids, il devrait s'asseoir. Et si je m'asseyais avant lui, il serait à côté de moi. Je suis donc restée là, raide, toussant, essayant de paraître indifférente, tandis que mes yeux cherchaient une issue possible. J'ai envoyé un message à un ami, lui expliquant désespérément ce qui se passait. Je décidai silencieusement de mon itinéraire de fuite. Mon ami habitait près de là, mais je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas amener cet homme devant sa porte. Et mon esprit, intoxiqué par la peur, pensait encore au groupe dans la voiture qu'il avait laissé auparavant. Et s'ils étaient ensemble? J'avais besoin d'un endroit sûr, un endroit éclairé, avec des caméras, avec des gens,
J'ai donc décidé de descendre à l'arrêt avant celui de chez mon ami, celui du centre commercial où je travaillais. À cette heure-là, les magasins étaient fermés, mais mes collègues seraient encore là, en train de finir de nettoyer la cuisine. Et le quartier était surveillé 24 heures sur 24. Quand le bus est arrivé, je suis descendue, et lui aussi, immédiatement, sans hésiter, sans regarder autour de lui. Et son bras est revenu sur mon épaule, plus fort, plus possessif, poussant presque mon corps là où il voulait. J'ai marché lentement. Je ne pouvais pas courir trop tôt. Le timing devait être parfait. Lorsque nous sommes arrivés dans le couloir qui menait à la zone réservée au personnel, le miracle dont j'avais besoin s'est produit. La porte du dépôt était ouverte. 2 collègues étaient là, en train de discuter, tenant la porte du personnel ouverte pour aérer. J'ai utilisé cette seconde comme si ma vie en dépendait. Je me suis dégagée de son étreinte et me suis précipitée à l'intérieur. Ma voix a failli en essayant d'expliquer quelque chose comme « Il m'a suivi. Fermez la porte. » Mon collègue, sans poser de questions, l'a fermée. De l'autre côté, immédiatement. La poignée a commencé à trembler violemment. Puis des coups violents. Mon corps s'est effondré en tremblant. Nous avons appelé la sécurité. Pendant les minutes d'attente, l'homme a continué à tourner en rond. Il marchait devant le restaurant. Il regardait par les fenêtres. Puis, il est entré dans le glacier d'en face. Comme s'il nous observait, nous analysait, nous calculait. La sécurité est arrivée. Elle m'a emmenée pour répondre à des questions. Un chef m'a conduite chez mon ami, puis chez moi. Quelques jours plus tard, mon manager m'a dit que la sécurité voulait savoir si je souhaitais porter plainte. Je voulais juste savoir qui il était, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prétendu. Mais personne ne m'a donné de réponse. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Et pendant longtemps, j'ai réussi à enfouir ce souvenir. Jusqu'à ce que mon ami, exactement la même amie, me demande à nouveau de m'occuper de son chat pour Thanksgiving. Et tout est revenu comme si c'était hier. Histoire 2. Scott et la chose dans le couloir. Cette histoire s'est déroulée début décembre. Il y a 2 ans également. Je suis allée rendre visite à un vieil ami d'adolescence. Je l'appellerai Scott. Quelqu'un avec qui j'ai grandi, mais qui a déménagé dans une petite ville dans les montagnes juste après le lycée. La vie a fait ce qu'elle fait souvent. Je suis restée dans la grande ville, il est resté dans les montagnes. Et petit à petit, nous avons perdu contact. Quand il m'a invité à l'improviste à lui rendre visite pendant quelques jours, j'ai trouvé cela presque nostalgique. Comme si la vie me donnait une chance de récupérer quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Le chemin pour s'y rendre était une route sinueuse et sombre, recouverte de glace. Les montagnes semblaient engloutir les phares de la voiture. Très peu de véhicules passaient. Quand je suis enfin arrivée chez lui, une vieille maison en bois, de celles qui craquent rien qu'en existant, j'ai ressenti un malaise que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas de la peur. C'était comme si sa présence était déplacée. Scott semblait être un autre homme. Ses gestes étaient trop lents. Il parlait avec des pauses qui n'existaient pas auparavant. Ses yeux évitaient les miens, comme si quelque chose en lui était déplacé. La maison était pratiquement vide, seulement quelques meubles anciens, une table, 2 tableaux. Il m'a dit que c'était l'ancienne maison de ses grands-parents et qu'ils étaient tous 2 décédés récemment, lui laissant la maison. Le couloir, juste en face du canapé où je dormirais, était long, sombre, un tunnel noir avec des portes ouvertes au bout. Ce couloir était une blessure dans la maison, impossible à ignorer. La première nuit, j'ai essayé de dormir. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée avec des bruits à l'étage, des pas lourds, rapides, courant d'un côté à l'autre, comme si quelqu'un s'entraînait à courir dans la chambre. Puis, silence absolu. J'ai fait comme si c'était juste la maison qui luttait contre le froid. Le lendemain, Scott était bizarre, encore plus introverti. Il mangeait à peine, il répondait à peine, et il allait dans ce couloir plusieurs fois. 5, 6, toujours rapidement, toujours en silence. Et je n'ai jamais entendu la chasse d'eau dans les toilettes à la fin. Quelque chose n'allait pas. La nuit, une tempête de neige s'est abattue et a enveloppé la maison d'un silence pesant. Ce silence qui amplifie tout ce qui ne devrait pas être entendu. J'ai essayé de dormir. Mais à 2 heures du matin, exactement 2 heures, je me suis réveillée avec un autre bruit. Cette fois, il venait de l'intérieur du couloir. Un léger frottement, du bois qui était pressé, comme si quelqu'un tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Puis, un coup sur le mur derrière moi. Sec, précis. J'ai regardé. Il n'y avait pas de lumière, seulement l'obscurité. La 3e nuit, l'ambiance a changé dans la maison.
Scott m'observait comme quelqu'un qui a peur de révéler un secret. Comme quelqu'un qui attend que quelqu'un d'autre remarque quelque chose tout seul. La tempête continuait dehors. À l'intérieur, je voulais partir, mais les routes étaient impraticables. Je me suis allongée sur le canapé, épuisée, essayant d'ignorer mon anxiété. Et je me suis réveillée, encore une fois, à 2 heures. Mais cette fois, mon corps ne voulait pas répondre. J'étais conscient, mais paralysé, prisonnier de moi-même. J'avais entendu parler de la paralysie du sommeil. Je n'avais jamais imaginé ce que c'était vraiment, jusqu'à ce que je le voie. Au bout du couloir, émergeant de l'obscurité, il y avait une silhouette, la silhouette de Scott, immobile, rigide, les bras pendant le long du corps, le visage complètement englouti par l'obscurité, sans respirer, sans cligner des yeux, sans faire partie du monde, observant. Il est resté là, pendant 1 minute entière, ou plus. Le temps n'existait pas à ce moment-là. Puis, il s'est simplement tourné sur le côté et est entré dans la chambre d'amis. Il a disparu. Quand j'ai réussi à bouger mes doigts, puis mes bras, puis ma voix, je me suis levée d'un bond, je l'ai appelé, rien. Contre mon propre courage, je me suis dirigée vers la chambre. La chambre était apparemment vide, mais dans le coin, près de la fenêtre, il y avait quelqu'un debout, de dos, immobile. L'air s'est échappé de mes poumons, et j'ai reculé. J'ai couru jusqu'à la chambre de Scott à l'étage. Il était là, il dormait profondément, comme quelqu'un qui ne pouvait être nulle part ailleurs. Quand je l'ai réveillé, il a semblé confus, irrité et terrifié, comme s'il savait déjà de quoi je parlais avant même que je ne lui explique. Je lui ai demandé qui était en bas. Il a juste haussé les épaules. Cette réaction, ce geste, ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris mes affaires à la hâte, sans oser regarder à nouveau dans le couloir. J'ai traversé la neige. Je suis montée dans la voiture. J'ai allumé le chauffage en tremblant comme si je fuyais quelque chose d'invisible. Quand j'ai regardé par la fenêtre, avant de reculer, dans cette même pièce où j'avais vu la silhouette, une silhouette était immobile, me regardant. Je suis partie. Pour toujours. Scott n'a plus jamais répondu à mes messages. Il a juste dit « Je vais bien », et puis il a disparu. Comme si rien de tout cela n'était arrivé. Comme si je n'étais qu'une personne de plus qui avait découvert quelque chose qu'il ne voulait pas que je découvre. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'il y avait dans cette maison, ni si c'est toujours là.